La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Bienvenue sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. On parle de quoi? Combien d'années en Avant de arrière? parler, je voudrais faire une petite dédicace à mes frangins. Je leur ai promis ça hier, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit non, quand tu es à Urban, tu ne fais jamais de dédicaces. Bon, je n'en fais pas parce que j'estime qu'il y en a. Mais comme c'est des frangins, donc salut à vous Martin, Christopher, Claude et toute la clique, ils se reconnaîtront. Hein. Donc aujourd'hui, on va 92 ans en arrière. On va parler de la pénicilline, d'accord? Le 3 septembre. Alexander Fleming, c'est ça? Fleming ou quelque chose? Oui, d'Alexander Fleming. Bon, en fait, dans la culture populaire, on dit Alexander Fleming a découvert les antibiotiques. En fait, ce n'est pas vrai. Alexander Fleming a découvert la pénicilline, d'accord? Il n'a pas découvert les antibiotiques et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il faut savoir que le 3 septembre 1928, Alexander Fleming est parti en vacances et il revient précisément dans son laboratoire de l'hôpital St. Mary's le 3 septembre. Donc, il entre dans son laboratoire et qu'est-ce qu'il constate? Il constate que certaines boîtes de pétri dans lesquelles il faisait pousser des staphylocoques ont été contaminées par un champignon microscopique appelé le Penicillium notatum. D'accord? Il faut savoir que Alexander Fleming, c'était un spécialiste de certaines maladies infectieuses et donc lui, il faisait des recherches sur les vaccins. Et donc, c'est la raison pour laquelle il cultivait des staphylocoques et il essayait différents types de vaccins pour voir lequel serait efficace. Donc, lui ne s'intéressait absolument pas aux antibiotiques. Il s'intéressait aux vaccins. Et donc, c'est par le fait du hasard que ce 3 septembre 1928, il constate que les boîtes de pétri qu'il avait laissées dans son laboratoire, dans lesquelles il avait cultivé des staphylocoques, ont été contaminées par ce champignon microscopique. Et donc, au moment où il s'apprêtait même à s'en débarrasser, il va constater que sur les zones qui avaient été contaminées justement par le Penicillium notatum, celles-ci, le staphylocoque n'avait pas poussé. Donc, les staphylocoques avaient été détruits. Et donc, tout naturellement, il va publier... quand il va constater que les staphylocoques avaient été détruits, il va tout naturellement émettre l'hypothèse que cela avait été dû le fait d'une substance active qui est contenue dans le champignon microscopique, donc le Penicillium notatum. Et donc, il va baptiser cette substance active-là la pénicilline. Et donc, l'année suivante, en 1929, il va donc publier dans le British Journal of Experimental Pathology cette découverte-là. Et donc, il va aussi émettre les éventuelles vertus thérapeutiques de la pénicilline, mais sans plus. D'accord? Lui, comme je l'ai dit, c'est pas cet aspect-là qu'il recherchait et qui l'intéressait particulièrement. Par contre, deux de ses collaborateurs, Craddock et Radley, eux vont prendre en main les recherches, la découverte d'Alexander Fleming, et eux, ils vont tenter d'isoler la substance active même, donc la pénicilline. Mais à leur grand désespoir, Alexander Fleming, lui, les laisse totalement faire et ne s'intéresse pas à ce volet de la recherche-là. Lui, plutôt, il utilise la pénicilline maintenant il utilise la pénicilline en raison de ses effets désinfectants. Donc, il utilise ça pour désinfecter les milieux dans lesquels il cultive les différentes souches de bactéries ou de microbes sur lesquels il va tester ses vaccins. Donc, pour lui, la pénicilline, c'est plus un désinfectant qu'autre chose. Mais, en 1933, un biochimiste allemand qui a fui l'Allemagne nazie et qui est installé en Angleterre, qui s'appelait Ernst Boris Duchesne, lui, il est recruté par l'université d'Oxford en tant que lecteur. Donc, c'est un lecteur, c'est quelqu'un qui au compte d'une université, il lit
toutes les publications scientifiques qui sont publiées dans le monde entier et il essaie d'avoir une idée de l'évolution de la recherche dans certains domaines. Et s'il y a un domaine qui intéresse particulièrement l'université pour laquelle il travaille, eh ben, il prend cette recherche et éventuellement il peut continuer les travaux. Et donc, lui, Ernst Bodenchen, lui, il s'intéresse aux lysozymes. Les lysozymes, c'est quoi? Eh ben, ce sont des agents du système immunitaire qui ont la capacité de détruire les parois des bactéries. D'accord? Et donc, Alexander Fleming, à cette époque, est considéré comme l'un des experts mondiaux des lysozymes. Et donc, tout naturellement, Ernst Bodenchen, lui, en parcourant les différentes publications qui sortent, eh ben, va s'intéresser aux travaux à la découverte d'Alexander Fleming. Et donc en 1939, lorsque Ernst Bodenchen va aller rejoindre le laboratoire de Howard Wortley Florey, un laboratoire qui travaille justement sur les agents antibactériens naturels, eh ben, il va reprendre donc les travaux d'Alexander Fleming sur la pénicilline. Et donc, à partir de là, eh ben, il va, grâce à une nouvelle technique qui avait été mise en place par un chimiste qui s'appelle Edward Abraham, cette technique qu'on appelle la chromatographie par absorption, eh ben, ils vont parvenir dans le laboratoire d'abord à isoler l'agent actif, donc la pénicilline, à la fabriquer. Ils vont la purifier et donc grâce à la chromatographie par absorption. Et en 1940, ils vont tester cette pénicilline-là sur des souris infectées par des streptocoques. D'accord? Et là, ils vont constater que les souris vont guérir alors que le dosage de pénicilline n'était que de 1%. Donc c'est extrêmement infime et il va y avoir des résultats spectaculaires puisque toutes les souris qui étaient infectées par les streptocoques vont être guéries. Et donc toutes ces bactéries-là, enfin tous ces microbes-là vont être détruits. Et donc c'est à partir de là que le 24 août 1940, eh ben, ils vont publier cette découverte-là dans The Lancet. Et donc ils vont mettre... le Lancet existait déjà. Les gars qui se sont plantés sur le voilà, coronavirus. Exactement. Et donc le 24 août 1940, donc, Ernst Bodenchen, lui, va publier donc, dans la revue de Lancet, bien entendu, au compte du laboratoire, dans le nouveau laboratoire dans lequel il travaille. Et là, ils vont faire la démonstration que la découverte d'Alexander Fleming, qu'il avait faite en 1928, par hasard, est avéré qu'il y a bel et bien une substance active dans les champignons microscopiques qu'on appelle le Penicillium notatum, donc la pénicilline. Et cette pénicilline-là a véritablement cet effet-là de détruire certaines bactéries, de détruire certains types de microbes. Et donc, malheureusement pour eux, cette publication, elle est faite en Angleterre et on est en 1940, on est en pleine Seconde Guerre mondiale et donc ça ne va pas susciter un grand intérêt auprès du public parce que les Anglais sont plus tournés vers l'Allemagne. Londres est couvert régulièrement par des tapis de bombes et les Anglais s'attendent à une invasion imminente de l'Allemagne. Et donc eux, ils ont compris, ils savent maintenant comment isoler, donc il faut maintenant trouver les moyens de pouvoir... Ils savent comment isoler fabriquer la pénicilline, l'isoler. Et maintenant, il faut développer les techniques qui peuvent permettre de fabriquer cette pénicilline-là à grande échelle. Ouais. Malheureusement pour eux, en Angleterre, eh ben, on est en pleine guerre, donc les laboratoires et les usines, tout ça là, sont plus tournés sur l'effort de guerre. Et ils vont quand même décider, après l'essai sur les souris, ils vont tester d'abord cette pénicilline sur les hommes. Et donc, en dépit du fait que le premier patient sur lequel ils ont testé la pénicilline était trop malade, mais les autres patients sur lesquels ils vont tester cette pénicilline, eh ben, ça va leur donner des résultats concluants. Et donc, à partir de là, ils vont sentir qu'ils avaient quelque chose et que malheureusement, eh ben, l'environnement dans lequel ils étaient, donc je l'ai dit, un environnement de guerre en Angleterre, ne pouvait pas leur permettre de continuer ces recherches-là pour voir comment produire cette pénicilline à grande échelle. Et donc, Florey et Hadley, qui sont les deux chimistes, enfin les deux biologistes qui vont réussir à isoler et à fabriquer pour la première fois, grâce à la technique de Lincoln-Albrand, donc la chromatographie par absorption, la première pénicilline, et qui vont la tester sur les êtres humains. Donc, Florey et Hadley vont décider donc de quitter l'Angleterre et d'aller aux États-Unis. Et là,
À partir de là, dès qu'ils vont montrer cette découverte aux Américains, les Américains vont tout de suite sentir, si tu veux, les effets extrêmement porteurs de cette découverte-là. Et donc, tout de suite, ils vont demander à Hartley et Foley de ne plus publier dans les revues scientifiques parce qu'ils vont considérer que les recherches sur la pénicilline sont considérées comme étant stratégiques parce que la pénicilline elle-même devient une substance stratégique. Et donc, ensuite, à partir de là, les laboratoires, deux grands laboratoires pharmaceutiques américains, à savoir les laboratoires Merck et Pfizer, vont décider de rentrer également dans le processus de la recherche. Et grâce au soutien financier et technique de ces deux grands laboratoires-là, à partir de 1944, on va mettre au point la première usine qui va fabriquer à grande échelle la pénicilline. Mais cette pénicilline-là est d'abord et prioritairement destinée aux militaires parce que ça sert à soigner les blessés de guerre. Et donc, et comme il n'y en avait pas en quantité suffisante, donc les premières doses de pénicilline seront d'abord destinées à l'armée. Mais la cadence de production va augmenter et dès 1945, on va lever les restrictions sur la pénicilline et celle-ci va pouvoir se retrouver dans les pharmacies. Et cette même année, donc en 1945, donc Alexander Fleming et ses deux collègues, et Florey et Chain, les trois, vont donc recevoir le prix Nobel de médecine pour la découverte de la pénicilline et ses effets curatifs sur de nombreuses maladies infectieuses. Donc, Alexander Fleming, lui, on va lui attribuer la paternité de la découverte de la pénicilline, c'est vrai, mais c'est Florey et Chain qui sont, eux, les premiers à mettre au point les véritables antibiotiques sur la base de la découverte d'Alexander Fleming. Donc, c'est vraiment quelque chose que les gens doivent comprendre à partir d'aujourd'hui. On dit que, si on vous dit qu'Alexander Fleming a découvert les antibiotiques, non, il n'a pas découvert les antibiotiques. Il a découvert la pénicilline et c'est grâce à ces observations que l'on va aboutir 14 ans plus tard à la fabrication des antibiotiques. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est un peu dans l'esprit des gens et c'est quelque chose qu'il faut resituer. Et pourquoi donc Alexander Fleming ne s'est pas intéressé à cela? Parce qu'en 1928, la plupart des scientifiques ne s'intéressaient pas aux antibiotiques. Ils s'intéressaient plutôt aux vaccins. Pour eux, il fallait trouver des vaccins à tout. Donc, tout genre de maladies. Ils sentaient de grosses épidémies. Voilà. Donc, toutes les maladies, pour eux, les vaccins, c'était l'avenir. C'était vers où les scientifiques devaient se tourner. Et donc, tout naturellement, lorsqu'il tombe sur sa découverte de manière tout à fait hasardeuse, il ne s'y intéresse pas parce que, si tu veux, l'ère du temps ne correspond pas à ce type de recherche-là. Et ce n'est qu'à partir des années 30, notamment avec l'invention des sulfamides en 1935, les sulfamides qui sont considérés comme étant les ancêtres des antibiotiques, c'est à partir des années 30 que véritablement la recherche sur les antibiotiques va s'accélérer et à partir des années 40, donc 44-45 comme je l'ai dit, avec la mise sur le marché, la production d'abord à grande échelle des antibiotiques et la mise sur le marché. Il faut savoir que les antibiotiques ont à l'opposé de la Première Guerre mondiale, il faut savoir, quand on regarde le nombre de morts, c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale a fait plus de morts, mais lorsque l'on regarde les morts issus de blessures, la Seconde Guerre mondiale, les chiffres sont bien en deçà de la Première Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que l'utilisation massive des antibiotiques ont permis évidemment de sauver beaucoup de vies. Il fallait savoir que les gens qui étaient gravement blessés, ces blessures-là s'infectaient et donc en l'absence d'antibiotiques, beaucoup de soldats mouraient des suites des infections qui étaient liées au fait qu'ils avaient été amputés ou des infections liées aux blessures de guerre qu'ils avaient subies. Or, grâce à l'utilisation massive des antibiotiques, on va réduire le taux de mortalité chez ce type de population-là et c'est véritablement l'une des plus grandes découvertes du XXe siècle. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'histoire ce matin sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Da Fresh Morning.